Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour, figure de l'organisation de grands événements sportifs en principauté, s'est distingué par sa précision et son engagement tout au long de sa carrière. Commissaire général de l'Automobile Club de Monaco jusqu'en 2022, c'est fidèle à sa réputation de véritable métronome qu'il troque le volant pour le guidon en orchestrant l'étape du Tour de France 2024 à Monaco et bientôt le grand départ de la Vuelta en 2026. Bonjour Christian Tornator. Bonjour Geneviève. Bon, troquer le volant pour le guidon, tu as toujours roulé, hein? Oui, de toute façon, c'est toujours sur la route. Voilà. Non, puis tu fais du vélo, toi? Oui, je fais du vélo. J'ai un peu ralenti quand même, mais je le fais en salle maintenant. Je préfère. Ah oui? Tu roules plus alors? C'est moins dangereux. Tu pédales. Voilà. Oui, je pédale sur place. Tu pédales. Tu ne roules plus, tu pédales. Avant de parler de l'Automobile Club, l'étape du Tour de France cette année, Oui, c'est pas cette année, mais il n'y a pas si longtemps. C'était vraiment un énorme défi quand même. Hein. Oui, c'était un défi, mais j'avais confiance en la personne de ceux qui représentent ASO. Ouais. Je les connais bien, je les connais encore mieux maintenant, je dirais, mais je savais qu'ils étaient très précis. Tu parles de l'équipe de Christian Prudhomme, hein? Oui, absolument. Très précis, très directif. Et j'avais aucun doute sur la réalisation finale de l'événement. Et donc j'aurais fait confiance, ils m'ont fait confiance. Au début, ils ne me connaissaient pas trop. On a appris à se connaître avec le commissaire général des départs. Ouais. Après, je suis allé sur le contre-la-montre qui était du côté de Nuit-Saint-Georges, si je me souviens bien. Et là, j'ai vu comment il fonctionnait et j'ai compris que ça allait être relativement facile. Relativement, bien sûr. Bon, relativement facile. Tu avais un enjeu, je veux dire, autre qu'organisationnel, c'était un enjeu de popularité. Il fallait permettre aux gens de venir et de suivre l'événement. Globalement, est-ce que tu dirais que c'était un pari qui était réussi? Oui, globalement, ça a été réussi. On a toujours cette appréhension dans la principauté de faire venir du monde de l'extérieur. Toi, avec les Grands Prix, tu avais l'habitude. Oui. Quand même. c'est vrai, j'avais l'habitude. Mais comme j'étais, pendant les périodes de course, j'étais centré sur la direction de course, je ne voyais pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Et j'ai constaté hier et avant-hier que, puisque je ne suis plus dans la direction de course, je me suis rendu compte qu'effectivement, même pour la Formule E, il y a beaucoup d'arrivées et de départs, forcément. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de mouvements dans la ville que je n'avais pas l'habitude de voir. Ouais. Et pour le Tour de France, c'était un petit peu la même histoire. J'étais sur le terrain, et j'étais vraiment près de la ligne de départ, donc je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais j'ai constaté que les gens étaient présents. Alors ils étaient présents sur la ligne de départ, plus que sur le parcours, mais bon, c'est certain que c'est plus intéressant d'être là où tout se passe. Ouais, et puis à Monaco, c'est compliqué de suivre un parcours comme ça, parce que les voies d'accès, enfin la façon d'accéder à divers endroits, elle devient vite compliquée. Oui, voilà, oui. Parce que tout est compliqué de toute façon. Voilà. Non, on sait, quand l'artère qui va du port au Larvoto est coupée, voilà, bien sûr. C'est compliqué. Voilà, Alors, si tu parles du boulevard du Larvoto, c'est une chose, et c'est la plus importante, je crois. Ouais. Depuis plusieurs années, on a fait attention à ce que ça reste libre, aussi bien pour les épreuves automobiles que pour les autres épreuves. C'est ce que je pense faire, et c'est ce que je ferai pour la Vuelta aussi, bien entendu. Ouais. Ah oui, parce que, alors, parlons de la Vuelta 2 minutes avant de revenir à la voiture, mais la Vuelta, il y a le départ et il y a une étape aussi. Hein. Oui, alors... C'est pas que... C'est pas tout à fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire que le premier jour, c'est un contre-la-montre en ville, donc j'ai pas voulu sortir des limites territoriales. Donc c'est un contre-la-montre dans Monaco. Dans Monaco, mais ce qui n'est pas évident à organiser. Bah non. Et surtout qu'il fallait sortir plus de 8 km. Donc j'ai trouvé 9 km. Bon, moi je cours, je peux te dire que 8 km c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est faisable, mais logistiquement je ne sais pas. C'est faisable, mais j'utilise tous les quartiers de Monaco, sans évidemment le Rocher qui est un peu un cul-de-sac quelque part. Donc aller-retour, c'est pas pratique. Mais j'utilise tous les quartiers de Monaco, y compris Monte-Carlo. Donc ça a été un défi et j'espère que ça va fonctionner, mais pour l'instant, le parcours définitif n'a pas été validé par tous les services de l'État.
Donc, on ne peut pas le dévoiler. On ne peut pas le dévoiler, on peut donner des orientations, mais pour l'instant, rien n'est acquis. Parce que tu dis que ça n'a pas été validé par les services de l'État. Tes interlocuteurs, alors j'imagine la sûreté publique, mais est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs que la sûreté publique? Oui, il y a aussi les gens du service de la circulation. Ouais. Parce que c'est eux qui, au final, sont les plus concernés par les embouteillages. Et oui. On va dire ça comme ça. Claire. Et c'est vrai qu'il faut leur laisser des solutions et éventuellement des choix et leur proposer des solutions aussi. Si on voit qu'ils ont un petit peu de mal, mais c'est eux qui connaissent bien la circulation, c'est eux qui connaissent bien Monaco. Donc je leur fais entièrement confiance et on s'entend très bien. Et on se connaît depuis longtemps. Oui. Bon, c'est un peu un cadeau providentiel pour Monaco d'avoir quelqu'un de l'organisation des Grands Prix. Je dis des Grands Prix, mais tu faisais le rallye aussi, hein, mais, oui, bien sûr, mais bien des sûr. Grands Prix en général, parce que c'est vraiment le intra-territorial, qui décide un jour de raccrocher les gants, ou le chronomètre, ou appelle ça, la chasuble, appelle ça comme tu veux. Le volant. Et le volant, et qui a quand même envie de faire encore des trucs. Oui, non, mais je crois que ça fait partie de la passion. À partir du moment où on est passionné par l'organisation, sportive, évidemment, sportive, tout me donne matière à faire quelque chose de bien. Et comme j'aime bien que les choses soient cadrées, et c'est moi, heureusement peut-être, qui dirige la manœuvre. Hein. Je ne suis pas tout seul. Mais... Je pense que tout le monde pense que, heureusement, oui. Oui, parce que il y a quand même... Alors, peut-être que les gens qui nous écoutent n'en sont pas tout à fait informés, mais il y a quand même, dans le cadre de l'organisation des Grands Prix, une organisation, parce que c'est le cas de le dire, presque millimétrée de tout. C'est de la gestion de projets poussée à l'extrême. Le commissaire général, c'est vraiment un chef d'orchestre. Oui, absolument, absolument. Et... avec beaucoup de corps de métiers différents. Hein. Et beaucoup de personnel. Alors, il y a 30 ans, il y avait peu de monde. Maintenant, on s'aperçoit que tout s'est complexifié et qu'au niveau du planning, ne serait-ce que du planning, j'ai vu avec mes successeurs comment ils travaillaient. Ils travaillent toujours de la même façon, mais le planning a quadruplé. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de détails, tellement plus d'apports, aussi bien de la Formule 1 que de la Formule 1, enfin que des formules en général, qu'il faut se démultiplier et continuer d'innover et essayer de trouver encore des espaces, qui est une gageure en principauté. Moi, je me demande toujours comment ils font et je leur dis, je me permets de leur dire de temps en temps, arrêtez de dire oui, parce que vous n'allez plus y arriver. Ouais. Quand on se retrouve face à ASO, et dans le cas du Tour de France, et aussi dans le cas de la Vuelta, hein, puisque peut-être que les gens ne sont pas conscients, mais ASO, c'est la Vuelta aussi. C'est la Vuelta aussi. Quand on se retrouve face à des professionnels qui sillonnent, alors dans le cas du Tour de France et de la Vuelta, toute l'Europe, mais ASO sort aussi de l'Europe, hein, puisqu'ils organisent extra-européens. Hein. Bien sûr. Et c'est quoi la plus grande difficulté quand on est Monaco face à eux? Face à eux, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés majeures. C'est d'être conscient du volume de matériel amené et du drainage de public qui s'ensuit parce que je me souviens, quand on préparait l'étape du Tour de France, tu me disais, la caravane, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire, la caravane du Tour de France, les 130 véhicules qui précèdent les coureurs. Alors, je me souviens, une réunion où tu as dit, devant tout un parterre... y compris à ASO, en disant, bon, je m'interroge sur la faisabilité quand même. Hein. Oui, c'est vrai, mais on ne se rendait pas vraiment compte, et on avait surtout peur que la caravane se stocke ou dussent se stocker en principauté. C'est ça. Parce que heureusement, ça les a arrangés, ça a arrangé ASO de stocker la caravane à Nice et de la faire venir par la route. Mais là aussi, c'était compliqué. Il a fallu réserver un couloir spécial à la sortie de l'autoroute pour faciliter l'accès à la principauté. Et c'était un bloc, c'est comme un petit train qui se déplace, mais gardé par l'avant, gardé par l'arrière, gardé par le milieu, et sans interaction avec personne. Et ça s'est bien passé, mais on était tous anxieux d'avoir un résultat. Et quand je les ai vus passer, je ne me souviens plus de l'heure, je crois que c'était 13h40. Oui, c'était par là, c'était juste après le déjeuner. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, non, tout va bien, ils s'en sont bien sortis, mais... Tout le trajet qui allait de Nice à l'entrée, non même à la sortie de l'autoroute, était contrôlé par la gendarmerie. Il nous échappait un petit peu au niveau
de la visibilité. Mais je savais qu'au niveau de la sûreté publique, ils prenaient le relais à la sortie du tunnel Albert II et que ça allait bien s'enchaîner. Ils étaient même presque en avance. Mais c'était surprenant. Et ce que l'on n'aura peut-être pas avec la Vuelta, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas certain, et de mémoire, parce que j'étais au départ de la précédente édition, la caravane est relativement petite et ne comprend pas de chars. Ouais. De chars comme... Je veux dire qu'il n'y a pas un énorme... pas moi. Une énorme tasse de café. Voilà, par exemple. Par exemple. Un énorme poulet. Un énorme poulet. Non, a priori, non. Maintenant, le Tour de France a fait quand même, je dirais pas sa fortune, mais il a fait sa réputation sur ça aussi. Oui. Sur la difficulté de l'épreuve sportive, la renommée de l'épreuve sportive, c'est certain. Mais sur alors j'allais dire le folklore. Si Christian Prudhomme nous écoute, j'espère qu'il ne sera pas vexé. Non, mais sur le côté populaire, oui. Côté populaire, oui. Mais c'est pratiquement, d'après les chiffres que j'avais mémorisés, je crois que c'est 49 ou 51% des gens viennent voir le Tour de France parce qu'il y a la caravane. Ah ouais. Et donc, c'est peut-être plus intéressé par la caravane et tous les objets, tous les goodies qui sont distribués, jetés au public, ils sont attirés. Mais l'un fait l'autre aussi, c'est-à-dire qu'il y a la caravane et puis juste derrière, il y a les coureurs. Donc on peut pas venir que pour les coureurs à partir du moment où il y a la caravane. Maintenant, pour la Vuelta, je souhaite qu'il y ait quand même une caravane. Ah, finalement, à bien y réfléchir, le gros poulet, le gros chorizo peut-être. Oui, par exemple. Pourquoi pas, quoi. Là, alors, est-ce que dans le cadre de l'organisation de la Vuelta, parce que est-ce que les équipes sont toutes francophones ? Non. Il y en a plusieurs espagnols et beaucoup d'internationales, y compris les francophones. Voilà, tu reviens à des organisations. L'équipe d'organisation, avec son directeur général adjoint, lui, est francophone, oui. Puisque je crois que c'est sa maman qui est normande, donc il parle français comme toi et moi. Donc ça facilite un peu les choses. Mais l'organisation générale est purement hispanique et ça ne me pose pas vraiment de problème, mais je reconnais qu'ils ont une façon de travailler qui est un petit peu différente de celle d'ASO et des Français qui la composent, la société. Et là, pendant toutes ces années à l'Automobile Club, vos interlocuteurs, ils n'étaient pas francophones quand même ? Non, ils étaient plutôt anglophones. Plutôt anglophones. Mais de toute façon, le sport automobile, ça reste un monde anglophone. C'est surtout britannique, à l'origine. Maintenant, c'est un petit peu dévié vers les États-Unis. Grand bien leur face, mais c'est toujours anglophone. C'est toujours anglophone. Tout le monde parle anglais. Toutes les interviews sont en anglais. Ouais. Les réunions sont en anglais, les notes de travail sont en anglais. Sans parler des réunions, oui. Il y a vraiment qu'ici, je parle de l'automobile, où on continue de communiquer en français, mais sinon, tout le temps, même je vois mes successeurs, ils prennent naturellement la langue anglaise pour converser avec les personnes qu'ils rencontrent. Mais c'est un peu normal. Ouais. Puisque ça marche que dans un sens, a priori. C'est vrai. Mais c'est dommage, franchement, c'est dommage. Bah, oui. Parce que la langue française, à la FIA, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Il ne faut pas l'oublier, la Fédération internationale, c'est quand même elle qui gouverne le sport automobile mondial. Et elle est basée à Paris, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle est basée à Paris et à Genève, donc des pays francophones, a priori. A priori, oui. A priori, enfin, l'Automobile Club de France a toujours été assez... pas prédominant, mais en tout cas une maison naturelle pour la FIA depuis toujours. Hein. Complètement. Est-ce que tu as vu ce monde-là ? Tu disais maintenant c'est en plus souvent un monde des États-Unis. Bon, très bien, mais juste avant que tu décides de quitter tout ce monde-là, est-ce que tu l'avais vu beaucoup changer ou pas au fil des années ? Non, pas trop. Je confesse que l'arrivée des Américains a entraîné beaucoup plus de spectacles autour de la manifestation, des manifestations. Enfin, je parle surtout de la Formule 1, Formule 2, Formule 3, puisque maintenant c'est décliné presque sur tous les circuits. Mais ça n'était pas le cas avant. Avant, on restait sur un cadre un peu rigide. Il n'y avait pas trop de... Même si dans le paddock, même si à Monaco, grâce au bateau, grâce à l'environnement direct, on avait beaucoup plus de réunions avec des pilotes qui faisaient des défilés de mode ou des shootings photographiques ou des signatures de contrats.
Monaco était déjà un petit peu dans cette partie glamour de la compétition. Mais les Américains ont amené le côté fantasque qu'ils ont. Ils appellent ça entertainment. Entertainment, absolument. Et non, mais c'est vrai que le fait de mettre un DJ sur la ligne de départ, mais jamais ça serait venu à notre idée de faire la même chose, quoi. Bon, je trouve que c'est un peu excessif quand même, parce que je l'ai constaté les 2 dernières années, mais je trouve qu'il y a déjà assez de tension sur la ligne de départ pour ne pas en rajouter avec des rythmes qui sont un petit peu violents, je dirais. Mais pourquoi pas ? Mais il y a tout ce qui va autour. Il y a tout ce qui est... tout ce qui ressemble à Monaco, puisque Miami, ils ont mis des bateaux à côté de la piste. Bon, dans une fausse marina, quand même. Oui, dit ou pas ? bien sûr. Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a les bateaux, mais il n'y a pas d'eau. Ils sont à sec, sur un décor. Après, à Jeddah, ils ont fait ça à côté d'une marina qui n'est pas finie d'être construite. Abu Dhabi, c'est aussi à côté d'une marina. Et tout ça parce que Monaco a des bateaux sur lesquels on pouvait voir à l'époque des starlets. Et on continue de voir. On en voit toujours un peu. On en voit toujours un peu à condition qu'il pleuve moins. Parce qu'on a toujours une journée de pluie à Monaco. Au mois de mai, c'est pas inhabituel. Voilà, cette année, la Formule I, ils ont eu 2 grands prix, dont un sous la pluie. Oui, donc, oui. Ils ont commencé sur le mouillé, après ils ont fini sur le sec. Mais c'était limite, hein. Ça s'est passé. Ils ont eu une fenêtre de tir, comme on dit, favorable. Et heureusement, parce que sous la pluie, ça aurait, ne serait-ce que pour le public qui est malheureusement... c'est pas très amusant quand même. Hein. Non. Même si on est passionné, passer 2 heures sous la pluie... Non, c'est insupportable. Au bout d'un moment, c'est... On n'a pas les structures pour accueillir des gens sous forme couverte, mais comme la plupart des circuits permanents, les tribunes couvertes sont celles qui se situent à la hauteur de la ligne de départ. À Monaco, on n'a pas de tribune sur la ligne de départ. Bah non. On n'a que la loge princière et le podium d'arrivée. Alors, on n'a pas de tribune, mais on a des balcons. Oui. C'est notre particularité. Oui, complètement. Les balcons. Complètement, c'est vrai que on appelle ça les terrasses, les balcons, ça dépend. Terrasses, oui. Il y a une réglementation particulière sur la longueur des garde-corps qui fait qu'on a le droit d'accueillir 2 personnes par mètre linéaire de garde-corps. Alors ça, c'est une règle qui existe depuis toujours. Comment vous l'avez... Non, elle a été instaurée il y a une 12aine d'années, je crois, si je me souviens bien, parce qu'on s'apercevait, nous, comme les services de secours et les services de police, que les balcons risquaient et souvent étaient surchargés. Surchargés à l'œil. Donc on s'est dit, est-ce que les balcons résistent à ce surpoids je me souviens d'une interview du président Boeri qui disait j'ai toujours la trouille qu'il y en ait un qui tombe. Oui. Bon, ça n'empêchait pas les verres et les bouteilles parfois de tomber aux abords de la piste. Rarement à la verticale, parce qu'on n'est jamais à la verticale, sous un balcon directement. Mais parfois ça rebondissait et ça finissait sur la piste. J'ai vu des bouteilles de champagne tomber, notamment au bout du boulevard Albert Ier, là, sous l'Hermano, parce que c'est vraiment l'immeuble qui est le plus à la verticale de la piste. Et puis surtout, il y avait tellement de monde que les gens se bousculent, posent un verre sur un rebord de terrasse, et ça tombe. Et je pense que ça continuera de tomber. On ne peut pas tout protéger non plus. Les syndics de copropriété sont bien informés, ils transfèrent l'information aux locataires, propriétaires, etc. Et ça se passe relativement bien. Mais c'est toujours un risque. Voilà. Comment on fait... Alors, j'allais pas dire... l'ordre, mais comment on fait respecter des règles dans des propriétés privées ? Parce que là, tu parlais on autorise 2 personnes par mètre linéaire, etc. Comment tu fais respecter ça, alors ? Justement, la Sûreté publique s'est mise sur le dossier, a demandé les plans de toutes les façades et donc de tous les balcons, de toutes les terrasses. C'est un travail énorme, ça. Et presque, ils sont allés mesurer. Je ne dis pas qu'ils sont allés le faire, mais ils avaient les dimensions et ils demandaient la déclaration signée sur l'honneur par les propriétaires que le balcon faisait 12 mètres de garde-corps, donc ils avaient droit à 24 personnes, par exemple. Donc la Sûreté publique... C'est eux qui délivrent les passes pour accéder, c'est ça ? Oui, alors c'est l'Automobile Club qui les imprime et qui les donne à la Sûreté publique, qui les délivre aux propriétaires, qui les réclament. D'accord.
Mais il y avait une époque où on pouvait distribuer sans laisser passer comme ça d'un coup sur une terrasse, par exemple sur l'immeuble le Panorama, parce qu'il y a des très grandes terrasses. Ouais. Ça n'était pas impossible, mais sans aucun contrôle, sans aucun avis de quelques sociétés de contrôle quelconque. Oui, parce qu'en fait, à l'Automobile Club, vous receviez des demandes. Oui. Tu imprimais des laissez-passer parce que... En fonction des demandes. Pour ceux qui connaissent pas le circuit, bon... Il y en a quand même qui ne connaissent pas le circuit. Oui. Pour accéder dans tous ces immeubles, il faut passer dans des zones réservées. Oui. Enfin, il y a toujours une zone de contrôle. C'est des zones bouclées. C'est-à-dire que le public, le grand public, n'a pas accès. Ne peut pas avoir accès. Voilà, ne peut pas. Ne peut pas avoir accès. Et donc, sauf les locataires propriétaires qui ont des documents d'identité prouvant qu'ils sont résidents, sur site. Mais ceux qui n'ont pas la résidence ne peuvent pas y accéder. Il leur fallait un document, un laissez-passer. C'est ce qu'on appelait les laissez-passer riverains. Ça s'appelle toujours comme ça, laissez-passer riverains. C'est toujours imprimé de la même façon. Enfin, je crois. Cette année, je ne me suis pas vraiment intéressé à ça. Mais c'est la Sûreté publique qui délivre et qui signe la demande. Le propriétaire fait sa demande, certifie sur honneur qu'il peut accueillir tant de personnes, donc il fait égal tant, donc on lui donne tant. Ouais, d'accord. Mais il peut y avoir des contrôles. Il peut toujours y avoir des contrôles. Mais on a constaté effectivement les balcons étaient moins surchargés. Depuis ces 12 dernières années, maintenant, le plus difficile, ça a été de mettre la chose en place. Parce que, maintenant, les propriétaires ne comprenaient pas. Mais pourquoi? Moi, j'ai 10 fenêtres. Ah oui, mais 10 fenêtres, est-ce que vous avez un garde-corps? Ben non, j'ai pas de garde-corps. Oui, mais alors les gens peuvent... C'était assez compliqué. Ça a été assez épique. Il y avait une seule personne, je crois, la sûreté, qui s'occupait de ça, mais... Elle était assez rigide. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais ça allait dans le bon sens. Après... Mais on en était arrivé à ne pas accepter la personne supplémentaire parce qu'il manquait 2 cm. Quoi. Donc c'est là où il a fallu parfois intervenir pour arrondir les angles. Et d'ailleurs, tu es réputé pour ça, dans les organisations. C'est que on est toujours, Christian, lui, de toute façon, il va toujours faire que c'est possible. Enfin, il va toujours rendre les choses possibles. On va essayer de toujours trouver la solution. Et c'est vrai qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Et là, pour ne citer qu'un exemple sur le parcours que j'ai proposé... Pour la Vuelta, on m'a déjà fait pas des réprimandes, mais des réflexions comme quoi c'était pas forcément possible. J'ai dit, mais attendez, j'ai déjà des avis, j'ai déjà discuté avec des responsables qui sont sur le terrain, qui m'ont dit qu'il y avait toujours des solutions. Donc ne partons pas sur une impossibilité d'entrée de jeu. Il faut considérer que, même si c'est compliqué, c'est faisable. Parce que, est-ce que c'est un cahier des charges? C'est-à-dire que quand Monaco signe avec ASO sur le grand départ de la Vuelta, est-ce que le cahier des charges, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un contre-la-montre et ensuite une étape qui démarre? Ça peut être différent, mais en l'occurrence, c'est ça. Donc il y a vraiment un contre-la-montre. Donc là, c'est obligé, de toute façon. Ah oui, c'est obligé. Oui, c'est obligé. C'est pas qu'on a le choix. Mais tu pourrais faire 4 km et c'est un peu court et c'est pas très intéressant. Et tu peux aussi sortir et faire 25 km. Mais pourquoi sortir alors qu'on a... Je dis pas qu'on a tout sur place, mais on a suffisamment sur place pour faire quelque chose. Et au moins, on reste maître chez nous. On n'a pas d'intervention des autorités frontalières. C'est ça qui est important pour ceux qui nous écoutent. C'est toujours la liaison entre la France et Monaco qui fonctionne parfaitement bien. Oui, mais forcément, quand tu fais appel à un autre pays, les choses sont peut-être moins fluides, moins automatiques. Moins fluides, puisqu'il y a des barrières qui se mettent en place automatiquement et qui sont naturelles. Même s'il n'y en a pas. Qui sont légitimes. Il n'y a pas de frontière entre Monaco et la France, mais il y a automatiquement, administrativement, des barrières qui se créent et qui existent. Donc en restant confiné dans la principauté, on profite d'organiser comme on le souhaite, comme on le veut, et avec qui on veut et comme on veut. Juste pour me donner une ordre d'idée, pour que je comprenne, le critérium cycliste qui est organisé chaque année, il a un circuit qui doit faire quoi, 3,5 ? Non, même pas. Même pas. Non, 1 km, je crois, 1 km 100. Ouais, donc ça veut dire ils font 50 tours ou 45 tours, je ne sais pas. C'est pas... Mais c'est sur une très petite zone qui est très facile à gérer, puisque c'est entre le boulevard Albert Ier et la route de la Piscine, donc il n'y a pas d'interaction avec la ville.
Et même, ils peuvent tourner sans que la circulation soit interrompue sur site, hormis sur la route de la piscine, évidemment. J'y étais d'ailleurs avec monsieur le conseiller ministre de l'Intérieur cette année pour lui montrer un petit peu comment ça se passait. Déjà pour le mettre dans le oui, qui est nouveau, lui. Dans le bain. Oui, il découvre tout, il découvre beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé. Mais il pose beaucoup de questions, il s'informe et c'est une marque d'intelligence, évidemment. Bon, quand on a... alors j'essaye de trouver la date exacte, mais il me semble que tu deviens permanent à l'Automobile Club en 87. Oui, absolument. Absolument. Mais j'avais attaqué l'année qui a suivi l'accident de Bandini. Qui est... On en a beaucoup parlé là récemment, puisque Yann Anthony Noguès a produit... Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens. Oui. Et donc, c'est le président Boéry. Hein, mais c'est lui qui a été... il était sur place. Il était sur place et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Surtout quand on se rend compte qu'on ne peut rien faire ou qu'on n'a rien pu faire et qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, moi, j'étais avec mes parents, puisque mon papa travaillait à l'Hôtel de Paris, j'étais dans les jardins de l'Hôtel de Paris. On a vu monter cette fumée noire. Et on ne savait pas, il n'y avait pas l'information qui circulait comme elle circule maintenant, il n'y avait pas même de haut-parleurs ni de sonorisation. Il n'y avait pas de speaker. Et peut-être pas de speaker dans cette zone-là, en tout cas, on n'entendait rien, on ne savait pas ce qui se passait. On a vu cette fumée, mais la course a continué à rouler. Ça a continué de rouler. Et l'année d'après, parce que près de chez moi, il y avait un garage où il y avait des voitures de course. Et mon père m'a dit, mais pourquoi tu veux pas aller t'inscrire pour travailler pour l'Automobile Club ? Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Mais j'étais jeune à l'époque. Ouais. Quand je suis arrivé, on m'a dit, non, tu es trop jeune, tu ne peux pas venir. Enfin, pas tout de suite. Je me suis inscrit sur la liste et on m'a dit, tu reviens dans un mois, on te dit. Je reviens un mois après, on m'a dit, ah mais non, tu es trop jeune. Et puis il y a une personne qui était assise à côté de la personne qui me répondait, qui dit, mais tu es le fils d'Alexandre ? Je dis, oui, je suis le fils d'Alexandre. Ah, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Non, mais bien sûr, viens, on te prend. Et ça a commencé comme ça. Et 3 ans après, je m'occupais du service... Dans les Anges Gardiens, on voit qu'il y a des commissaires de père en fils. On parle beaucoup de famille. Hein, dans l'Automobile Club, on parle beaucoup de famille. Bien sûr. Puis il y a quelques générations qui sont passées depuis. Donc voilà, j'ai commencé à l'Automobile Club en tant que temporaire, bénévole, je ne sais pas comment on m'appellerait maintenant, mais bénévole. Oui, à l'époque. Tu n'étais pas payé, quoi. Non, je n'étais pas payé. Et puis après, on a commencé, les contrôleurs, les placeurs étaient payés, et moi je m'occupais de justement positionner tous ces gens-là autour du circuit. Ouais. Ce qui m'a fait apprendre la totalité de la principauté, parce que je connaissais tous les escaliers, tous les accès, toutes les rues, tous les couloirs, tous les ascenseurs. Il y en avait peu à l'époque, mais il y en avait, etc., qu'il fallait contrôler. Mais depuis, il y en a beaucoup plus, tu les connais tous. Il y en a trop. Il y en a trop. Non, mais je veux dire, et là, ça m'a mis en phase avec l'organisation. Après, je suis devenu secrétaire du commissaire général. Non, d'abord secrétaire du commissaire général, puis après secrétaire général des épreuves, puis commissaire général adjoint, puis commissaire général. Ah oui, tu as gravi tous les échelons. Avec qui tu démarres ? C'est qui ton commissaire général ? C'est-à-dire le Christian Tornator de Christian Tornator, c'était René Isoard. C'était René Isoard qui a fait, qui a fait une trentaine d'années à l'Automobile Club, qui a disparu l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et c'est grâce à lui qu'on a le circuit qu'on a maintenant, parce que c'est lui qui a notamment créé la chicane du port. C'était son idée. Après, son idée, ça a été aussi de faire une direction de course qui soit centrale, qui après était embellie, mais on a commencé, il n'y avait pas de direction de course sur le circuit. Je ne sais même pas s'il y avait un bungalow il y a 50 ans, je ne sais même pas. Il y avait des liaisons radio et tout se passait à l'intérieur de l'Automobile Club. C'était un autre monde. Mais bon, comment on fait une direction de course qui ne voit pas le circuit ? À l'époque, c'était compliqué. Les chefs de poste étaient en liaison téléphonique avec la direction de course. Donc, dès qu'il y avait un problème, ils téléphonaient pour donner l'information. Oh, waouh. Oui, ça fonctionnait. Ah non, je ne dis pas que ça ne fonctionnait pas, sinon on ne serait pas là où on est aujourd'hui. On n'avait pas la vision. Et ça, je ne l'ai pas connu, parce que moi, je m'occupais de tout ce qui était extérieur à la piste. Je n'ai jamais été commissaire de piste. Jamais ? Jamais. J'ai fait les tests que font les commissaires chaque année. T'as passé la gazelle ? J'ai fait la gazelle, notamment. 1 minute 40 ? Je me souviens plus. Oui, c'était dans ces eaux-là. Oui, 1:39, je crois que j'avais fait. Mais j'étais cuit quand j'étais arrivé, parce que j'étais déjà vieux quand je l'ai faite. Et ça, c'était un autre commissaire général,
adjoint, M. Gérard Hugon, qui était chargé de la formation, qui était aussi directeur technique national français de natation. M. Hugon qui était basé à Antibes. Et Antibes, les Antibois, les nageurs antibois étaient connus. Et c'est lui qui avait décidé de faire une épreuve physique. Parce qu'au début, les stages des commissaires, on faisait surtout de l'extinction de feu. Ben oui. Parce que c'est ce qui avait frappé, c'est ce qui était le plus dangereux. Maintenant, c'est beaucoup plus restreint. Il y a des incendies sur des voitures de course, il y en a très peu. Enfin, surtout pas en monoplace, surtout moins en monoplace. Il y en a peut-être dans d'autres compétitions. Mais on faisait surtout de l'extinction. Donc, on avait des bacs, on mettait du pétrole, qu'on avait du mal à allumer, puis qu'on avait surtout du mal à éteindre. Enfin, bref. Enfin, ça me fait sourire, mais ça devait pas être drôle, quand même. Hein. Non, c'était pas drôle. Et puis, on faisait ça soit sur le terre-plein de Fontvieille, à l'époque, dans les années 60, c'était le terre-plein de Fontvieille. Dans les années 70-80, on est parti dans la carrière de la Sommate, dans le vallon de la Gué, où là, on pouvait faire ce qu'on voulait, jusqu'au jour où, pendant un stage, on a fait tellement de fumée que ça a déclenché une alerte incendie dans les Alpes-Maritimes. Donc, les hélicoptères sont venus pour voir et constater. Donc, à partir de là, on a prévenu tous les services que c'était des essais, c'était des tentatives d'extinction, c'était pas des incendies. Ça me fait penser que... Enfin, ça me fait conclure, plutôt, que à l'ACM, on fait pas les choses à moitié, quand même. Hein. Non, ça c'est ce qu'on ne peut pas reprocher au président, c'est que quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Ouais, justement, on peut lui rendre hommage parce qu'il a toujours été rigide sur ce point-là, sur d'autres aussi, hein, évidemment. Mais sur celui-là, ça a toujours bien marché. Parce épique avec Bernie Ecclestone. Ah bah oui, oui, mais ça c'est oui, il a tenu ses positions quand même. Oui. C'était plus difficile avec les Américains. Oui, mais il y avait peut-être pas la même culture, ouais. Déjà, et surtout, il n'y avait pas la même amitié, il n'y avait pas la même connaissance, parce que M. Ecclestone, il est, si je puis me permettre, il est né à Monaco. Il est né socialement, sportivement, administrativement. Il est devenu quelqu'un. Il est devenu ce qu'il est devenu grâce à Monaco, parce que il a pris la tête de la contre-rébellion, parce que les pilotes ne voulaient pas rentrer sur le circuit, je me souviens plus pour quelle raison. Et donc on a dit, on va les enfermer, comme ça ils seront un peu comme un conclave. On a décidé d'enfermer les pilotes. Et là, il y a un petit bonhomme, un petit monsieur, qui deviendra grand, qui est apparu, qui était Bernie Ecclestone, qui a dit au président Boéry, président, je m'en occupe, si vous voulez bien, je m'en occupe, je vais arranger tout ça et ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Et en bon britannique, il a réussi à faire un deal. Et après, il est devenu le patron de la Formule 1. Un deal. Et c'est comme ça qu'il est apparu sur les circuits, parce qu'il a pris la tête, pas de la révolution, mais de la contre-révolution. Il a dit, les pilotes, je vais m'en occuper, puisque apparemment, ils ont des avis tranchés, et il ne faut pas que ça se passe comme ça, donc je vais diriger l'opération. Et après, voilà comment ça s'est terminé. Lui, il a revendu la Formule 1, il a revendu. Hein. Oui. Mais je crois qu'elle est toujours à vendre. Il me semble que les Américains ne sont pas partis pour y rester des... Enfin, en tout cas, ceux-là, ils vont peut-être revendre à d'autres Américains, mais... Oui. Mais en tout cas, je pense que Liberty Media n'est pas parti pour... Je crois qu'il y avait le patron de Liberty Media qui était présent hier sur la Formule 1, il m'a semblé l'apercevoir, et j'ai retrouvé Chase Carey dans les tribunes de Miami. Ça m'a fait bizarre, parce que je pensais qu'il avait disparu des écrans, mais il est toujours présent, il est toujours chez Liberty. Et Liberty, c'est énorme. Oui, enfin bon... Ce monde du sport automobile, parce que là on parle beaucoup de Formule 1 et de circuit, mais il y a aussi les rallyes. Parce que le rallye de WRC, d'ailleurs, on se souvient qu'il y a eu un moment où on avait perdu cette étiquette. 2010, 11, 12. Et puis on est revenu dans le circuit majeur. Ça, c'était une volonté de mon commissaire général, directeur de course à l'époque. Moi, après, j'ai pris la suite. Mais il a dit, mais puisqu'ils ne veulent pas de nous, on sort du championnat du monde, et comme ça, ils vont être obligés de revenir vers nous, parce que on est tellement incontournable, et ça s'est passé comme ça. Nous, on a dit, pendant 3 ans, on part à l'Euro Cup, l'European Rally Championship, et c'est Eurosport qui récupérait les images, et qui donnait les images, mais grâce à ça, le WRC a compris qu'il fallait aussi des images.
Parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'images en direct sur les manifestations, sur les rallyes, quels qu'ils soient, et pas que le rallye Monte-Carlo. Et le rallye Monte-Carlo a été déclencheur grâce à Eurosport. Quand on a quitté Eurosport, pratiquement, pas tout de suite, mais Canal+ a commencé à s'intéresser aux images, et on en est au point où actuellement, toutes les épreuves de tous les rallyes du championnat du monde sont données en direct, ce qui est quand même extraordinaire. Mais il a fallu 20 ans. Alors non seulement c'est extraordinaire... Pas encore, 15 ans. Ouais, 15 ans. Non seulement c'est extraordinaire sur le fond, mais c'est, pour être un peu de la partie, c'est extraordinaire sur la forme. Parce que opérationnellement, c'est pas pareil que de filmer un circuit. Enfin, ou d'être positionné sur un circuit. Non, il y a beaucoup d'images. Il y a le départ et l'arrivée qui sont pris live, on va dire, mais et les caméras intérieures qui ont fait la différence aussi, parce qu'à l'époque, et la miniaturisation est apparue récemment, quand même. Donc maintenant, il y a des caméras sur les casques des pilotes de monoplace, il y a des caméras sur les rétroviseurs extérieurs, sur l'arrière des voitures. Enfin, on peut en mettre 8 à l'intérieur, puisque maintenant, il y a suffisamment de bandes de passage pour envoyer des images. Je parle aux professionnels, je ne le suis pas, mais je sais qu'on peut tout faire avec les ondes, et c'est magique. À partir du moment où on a un relais, parce que souvent, pour le Monte-Carlo, vous partez d'un point bas, vous allez sur un point haut, vous redescendez sur un point bas. Ouais, c'est ça. Donc c'est nécessaire d'avoir des relais, mais maintenant les hélicoptères, les avions, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour les drones. Tout ça permet de diffuser quasiment en permanence sur la totalité des épreuves, quelles qu'elles soient. Alors, en t'écoutant, je me dis, je pense à cette phrase que j'ai entendue de toi assez souvent. Tu me dis, une course, tu m'as dit un jour, tu sais Geneviève, une course c'est beaucoup de préparation, surtout administrative. Oui, c'est vrai. Je me souviens bien le moment où tu m'as dit ça. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut que toutes les choses soient cadrées, calées et cadrées avant qu'on commence. Parce que sinon, il y a toujours des imprévus, des obstacles qui se créent. Et si tu n'as pas tout prévu, tu ne peux pas organiser. C'est impossible. Et sur la monoplace, enfin sur le circuit de Monaco, c'est un tel entrelac de choses. Il y a le public, il y a les compétiteurs, il y a les médias, il y a les traiteurs. Ça paraît idiot. Mais il y a une époque où dans la rue Grimaldi, le lundi matin, suivant le Grand Prix du dimanche, on n'arrivait plus à passer tellement les traiteurs venaient débarrasser toutes les terrasses, les fameuses terrasses dont on parlait tout à l'heure. Et ça, on a mis le haut là, parce que c'était infernal. Le lendemain du Grand Prix, on circulait moins bien que le jour du Grand Prix, dans Monaco. Donc on s'est dit, mais il y a quand même des... Et ça, on n'y avait pas pensé, parce que c'est l'après. Parce que dans la compétition, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Alors l'avant, comme je disais, c'est administratif. C'est une fois que tout est calé, on peut y aller, les gens peuvent arriver, on les accueille, ça roule, et c'est fini, on repart. Eux, ils repartent, mais nous, on reste. Et nous, on doit faire tout le reste du travail. Parce que tout à l'heure, tu parlais des circuits permanents, etc. Il y a quand même une complexité majeure quand on a un circuit en ville comme le nôtre, que ce soit pour la Vuelta, pour le Tour de France, pour le Grand Prix. C'est qu'à un moment donné, on doit rouvrir le public. Oui. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu me disais du jeudi matin au dimanche soir, tout est fermé. Bah non. C'est-à-dire que il se passe des épreuves toute la journée, et pour ceux qui vivent l'expérience Grand Prix, ou qui ont vécu le Tour de France, ou qui vivront la Vuelta, à un moment donné, l'axe de circulation est rouvert. Complètement. Et il est public. Complètement. Oui, donc il y a des gens qui sont sur le circuit entre les jours de compétition, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que ça, techniquement, c'est facile à faire comprendre aux écuries? Parce que est-ce qu'ils n'ont pas ce réflexe de dire mais... Non, mais ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Pour eux, ils arrivent sur un circuit fermé. Quel qu'il soit, il est fermé. Ouais. C'est-à-dire que tu veux dire que quand c'est ouvert, ils n'y sont pas. Exactement. Et ils sont à l'intérieur du circuit fermé. Ça. Et ils vivent dans un monde en circuit fermé. D'ailleurs, on l'appelle le cirque. Enfin, je parle de la Formule 1. C'est toujours les mêmes personnes que l'on rencontre, c'est toujours là. Et dès qu'ils sortent, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est un microcosme. Ah, complètement. Dès qu'ils sortent, ils enlèvent leur habit de lumière. Et la preuve, c'est que on arrive à croiser un George Russell au Cova, sous le Palais de la Plage, parce qu'il boit un café avec M. Toto Wolff, qui réside sur place. Mais ça ne nous choque pas. Enfin, nous, ça ne nous choque pas, mais je pense qu'il y a des gens qui traversent Monaco toute l'année,
qui croisent des personnalités et ça les surprend. Mais c'est parce que on les reconnaît pas forcément. Ils sont pas dans leur tenue. Vous voyez un cycliste, s'il est sur le vélo, vous le reconnaissez. Vous le voyez habillé comme moi aujourd'hui, vous le reconnaissez pas. Très peu. Pas toujours, ouais. Non, mais pas toujours. Un pilote automobile, il n'y en a que 20 à sélectionner, donc on arrive peut-être à les mettre dans nos cases. Mais Bon, les cyclistes, ils ont un petit truc qui est facile à reconnaître, c'est les marques de bronzage. Oui, mais quand ils sont habillés comme ça... Quand ils ont une veste, c'est compliqué. Mais s'ils ont un t-shirt, généralement, la marque de bronzage, on y arrive assez vite. Ça va commencer, oui. Parce qu'ils ont la marque de la montre, ils ont la marque des... Ben oui, les manches courtes. Les manches courtes qui sont un peu plus longues. Voilà, les chaussettes courtes. Les cuissards qui arrivent là. Et c'est vrai qu'on a un bronzage un peu inhabituel quand on est sur la plage. C'est pas très joli, d'ailleurs. C'est pas très joli. Bon, ça a un nom, ça s'appelle le bronzage cycliste. C'est vrai. Ça a un nom, quand tu dis, alors que c'est beaucoup de préparation et surtout administratif, tu me dis il faut avoir tout prévu. Est-ce que tu dirais que c'est un trait de ton caractère, ça? Ah oui, ça en fait partie. Oui. Donc moi, c'est pas seulement une expérience, tu l'es. Non, oui, je déteste l'improvisation. Non, mais c'est vrai, okay. C'est vrai. On est parfois obligé, mais si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Ça veut dire que tout est parfaitement cadré. Comme je le dis toujours, c'est essentiel. Il faut pas avoir de surprises. Moi, je déteste les surprises. Ah oui, mais non, je suis pas formaté pour ça. C'est pas que j'arrive pas à réagir. Dans ta vie privée aussi, t'es pas formaté pour les surprises? Non, ça, je m'y attends un peu plus. Dans ma vie privée. Tu veux dire un dîner surprise pour ton anniversaire, par exemple? Non, ça me dérange pas. Mais dans la fonction, j'aime pas être bloqué par une surprise qui, par définition, te met un peu mal à l'aise. Il faut avoir la bonne réaction sur la surprise. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. La gestion du stress, ça se travaille. Parce que, quand même, quand on est commissaire général du Grand Prix de Monaco, il y a des moments où l'adrénaline, ça doit être assez fort, quoi. Ça l'est surtout pendant les épreuves. Ça l'est pas avant ni après. Ça l'est pendant les épreuves. Mais je reconnais que le plus gros stress, c'est la direction de course du rallye. D'accord. Parce qu'on est un peu, comme on disait tout à l'heure, à l'aveugle. Même si maintenant, il y a les images. On a l'image du moment présent de la voiture présente. C'est comme les voitures se suivent à 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. C'est pas un paquet comme un peloton de Formule 1 où ils sont tous, ou de Formule E, encore pire, où ils sont tous les uns derrière les autres. Donc on les voit pas tous. Et il se passe parfois des choses que l'on ne voit pas et que l'on ne sait pas. Et on apprend qu'à tel endroit, il y a une voiture qui est sortie de la route. Bon, elle est sortie, mais vous êtes sûr? Et c'est laquelle? Ah ben, on n'a pas vu le numéro. Alors, donnez-moi l'information complète. Maintenant, il y a un tracking, donc il y a un suivi. Il y a un suivi des voitures. On sait que la voiture, elle est sortie, on sait qu'elle est arrêtée, on sait que le moteur est en route, on sait qu'il y a un feu à l'intérieur, parce que ça déclenche automatiquement un signal. D'accord. Mais il y a 20 ans, on était là encore dans le brouillard total. Donc on n'avait que les renseignements qu'on recevait du terrain et qui nous arrivaient par différents biais, soit la gendarmerie, soit les commissaires de route, soit les commissaires intermédiaires qui étaient disposés, soit les spectateurs qui avaient le numéro de la direction de course et qui téléphonaient. J'ai vu... Ah oui? Ah mais bien sûr. Ça, ils connaissent toujours le numéro de la direction de course quand quelqu'un a un malaise sur une épreuve spéciale. Ça, on y a toujours droit. C'est vrai. Mais ça, c'est le genre de surprise qu'il faut gérer rapidement. Mais c'est pas inhabituel parce que le stress, il est partagé par les spectateurs. Bon, il y en a de moins en moins parce qu'on traverse de moins en moins de lieux habités par la réglementation. Du fait de la réglementation française, maintenant, on a du mal à traverser les agglomérations. Mais il y a des époques où on traversait les villages, mais en totalité, il y en a encore quelques-uns, par ici notamment. Mais ça génère un stress parce qu'il y a du bruit, c'est la nuit, il fait froid. Parfois, il y a des gens qui boivent plus que de coutume. Il y a des attroupements. C'est inhabituel pour ces villages qui peuvent souvent être isolés par l'hiver. Et donc, il y a des malaises qui peuvent survenir. Mais c'est récurrent. C'est récurrent. Chaque année... C'est-à-dire que le stress que toi, tu ressens, il peut aussi être contagieux pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un autre... C'est pas moi qui vais leur transmettre, mais c'est le fait de la présence de la manifestation sur
leur territoire qui les empêche de vivre normalement. Monaco, c'est différent parce qu'on a un peu l'habitude. On a même beaucoup l'habitude. Et puis on est des urbains. Monaco, c'est un peu dans l'ADN. Hein. Oui, mais moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Quand on allait au lycée Albert Ier, on voyait, on entendait, on sentait l'odeur du ricin, de l'huile qui était mise dans les moteurs. Et ça faisait partie de la vie de Monaco. Donc, mai-juin... On a ça et on a ce bruit aussi. Hein. Et le bruit, qui a un peu disparu. Bon, pour les Formule 1, pas tant que ça. Hein. Un petit peu plus, mais bon. Il faut que tu reviennes voir le Grand Prix de Monaco historique. Là, tu comprendras que le V10 et le V12, et surtout le V12 Matra... mais je le vois, moi, monsieur. Non, j'ai les stands juste en dessous. Non, mais j'entendais dans le reportage hier soir sur la Formule 1, nos amis pilotes français qui étaient au Castellet le week-end dernier, et qui ont dit, on a retrouvé ce bruit du V10 Renault, du V10 Il faut faire tourner avant de... Quand il est sur le bloc... mais ça tourne beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus strident. Et c'était insupportable, c'était devenu insupportable. Ouais. Alors que maintenant, je ne parle pas ni des commissaires, ni des services de secours qui sont au bord du circuit, mais on était obligé de mettre des protections. Ouais. Maintenant, c'est moins nécessaire. Ça l'est toujours, et c'est même indispensable, pour des raisons de prudence et de santé. Mais à l'époque, on mettait des protections auriculaires parce que c'était insupportable. Alors il y a ça, il y a la vibration aussi. Il y a la proximité. Surtout. La vibration, oui, bien sûr. Je suis allé une seule fois dans le tunnel quand ça roulait avec ce type de véhicule. Je me suis promis de jamais plus y retourner. Tellement c'était intenable. Et d'ailleurs, les commissaires, ils se tiennent en dehors du trottoir pratiquement. Ouais. Ils sont en contrebas. Ils ne sont pas contre le rail. Il ne faut jamais l'être contre le rail. Mais ils ne sont jamais à proximité immédiate. Ils sont très loin. Tout vibre dans le tunnel. Peut-être moins maintenant. Comme j'y suis plus jamais retourné, il faut que je refasse l'expérience un jour. C'est ça. Mais c'était ahurissant. À t'écouter quand même, on se dit que tout ça... Alors même si l'effet est peut-être moins spontanément évident pour une course cycliste, mais ce sont quand même des prouesses. Hein. Oui, mais tout le monde fait des prouesses, y compris les sportifs. Il ne faut pas les oublier dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Nous, administrativement, on met notre pierre sur l'édifice, et tant que l'édifice n'est pas construit, on peut pas faire la manifestation, mais on se retire prudemment, on est présent parce qu'il faut gérer, mais on se retire, on laisse place au sport. Après, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, mais on laisse faire. C'est un peu comme un match de foot. Il y a les spectateurs qui rentrent dans les tribunes, on gère les spectateurs, et puis quand ça commence, les spectateurs continuent d'arriver parce que c'est un petit peu différent, mais le match se déroule, et puis eux, ils font leur partie, et les spectateurs regardent. C'est un peu pareil là, sauf qu'il y a un moment où faut arrêter, ou savoir arrêter. Il faut parfois savoir arrêter quelque chose, une compétition aussi. Ouais. Ça fait partie des mauvaises surprises. Mais c'est rarissime. En cyclisme, c'est rarissime, mais ça peut arriver. Une manifestation de chasseurs en Ardèche, comme c'est arrivé pour le Rallye Monte-Carlo. Il y a une dimension dans la course cycliste qui moi, m'a interpellée là, pour l'étape du Tour de France de l'année dernière. C'est cette fête populaire, gratuite, accessible à tous, qui complexifie quand même beaucoup. Hein. Parce que quand on gère le flot avec une place, avec une accréditation, avec une autorisation, c'est quand même plus... Alors, je ne dirais pas plus simple, mais en tout cas, c'est plus cadré. Il n'y a pas de surprise. Oui, enfin, en tout cas, il y en a moins. Là, on est ouvert à tout. C'est-à-dire qu'on accueille, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va accueillir. Ni plus, ni moins, ni combien, ni quand, ni comment, ni où. Alors, c'est un problème. Parce qu'il y a du barriérage, mais moi, je me suis rendu compte que les gens s'installent un peu où ils veulent, finalement. Hein. Et c'est très compliqué. Hein. Mais ça, on ne les gère pas, puisqu'ils sont, on va dire qu'ils sont à l'extérieur de l'enceinte. Même si on doit les cadrer, encore une fois. Ouais. C'est peut-être le mot qui revient souvent dans mon explication, mais il faut savoir les gérer pour ne pas qu'ils soient trop envahissants. Parce que là, la compétition cycliste, c'est pas la compétition automobile, donc il n'y a pas de danger a priori, même s'il y en a toujours. Donc on les tient en limite de la chaussée ou des parcours. Ouais. Et c'est ce à quoi on se tient, mais on ne va pas aller au-delà. On ne va pas envoyer des forces de sécurité pour les empêcher d'aller sur le circuit.
Et je me demande même si c'est indispensable d'avoir des barrières en continu sur la totalité, parce qu'il y a des zones où il n'y a vraiment jamais personne. Une barrière un peu de rubalise, ça suffit. Ouais. Pas tout le temps. Pas dans les virages, pas dans les... où il y a du spectacle, on va dire. Là où il y a du spectacle, il faut des barrières, ne serait-ce que pour s'appuyer, pour regarder. C'est tout bête, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors qu'en ligne droite, bon, c'est vrai. Sur les zones de départ, il y a des barrières, forcément, parce qu'il faut éviter de s'approcher trop des concurrents, trop des coureurs, trop des personnalités, etc. Donc il y a des zones qui sont hermétiques, mais il y en a d'autres où on peut être un petit peu plus cool, un petit peu plus relax. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble être un trait d'union entre les joueurs de tennis que tu as vus pour la Coupe Davis, les pilotes de Formule 1, d'autres formules d'ailleurs, les pilotes de rallye et les coureurs cyclistes? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? De commun. Oui, bien sûr, c'est la concentration. C'est le fait qu'une fois qu'ils sont sur leur vélo, dans leur auto, sur leur terrain de sport, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, ils n'en sortent pas. Et d'ailleurs, quand on voit les courses, je regardais la Formule 1 hier soir, quand on s'aperçoit qu'ils arrivent à converser alors qu'ils roulent à 330 km/h et qu'ils sont dans des zones de freinage. Alors peut-être qu'il n'y a pas. Étonné, hein. Ça, c'est toi qui me le diras. Il y a peut-être des zones où ils parlent parce qu'ils peuvent parler, puis mais comme il y a un décalage dans la transmission, on a l'impression qu'ils parlent alors qu'ils sont en train de freiner. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Aujourd'hui, ton décalage, il est presque infinitésimal. Tu le. Oui. Non. Ah, moi, je l'estimais à 3-4 secondes quand même. Ah non, c'est pas que ça. Pas ça. Non, mais tout ça pour dire qu'ils sont focus sur leur activité, sur leur action. Et à partir du moment où ils sont, je dirais pour les pilotes, dès qu'ils mettent leur casque, c'est fini, ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. C'est un peu pareil pour les cyclistes. Dès qu'ils sont sur leur vélo, parce que casque ou pas casque, le casque c'est une obligation comme en Formule 1, mais la protection est peut-être plus importante en Formule 1 qu'en vélo, quoique. Moi je suis tombé à vélo, la première chose qui a tapé c'est la tête, hein, forcément. Et si tu n'as pas de casque, de suite, tu es blessé. Donc le port du casque est obligatoire aussi pour le cycliste. Mais dès qu'il met son casque et qu'il met ses fesses sur la selle, il est dans son trip, il est dans sa compétition. Après, les autres, c'est peut-être plus difficile pour les autres compétitions Et le joueur de tennis, une fois qu'il a sa boîte de balles et sa raquette et qu'il commence à taper dans la balle, ça y est, il est parti et rien ne l'arrête. Mais ils sont dans leur truc. On les sortira pas. On les sortira pas de leur truc. Bon, ça ressemble un peu au commissaire général une fois qu'il a mis son casque sur et qu'il est installé dans sa direction de course. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai. On n'obtiendra pas grand-chose d'autre que... Quand on est directeur de course, quelle que soit la course, on est toujours très sollicité. On ne le sait pas et on ne le sent pas et on ne le voit pas quand on est extérieur, mais on a un petit peu comme sur cette... une console, Sur cette console, on a tellement de boutons et d'accessibilité qu'on peut partager, échanger ou seulement écouter ce qui se dit. Donc on est toujours... on est en permanence au contact. Et donc, là aussi, on est dans un autre monde. Mais un monde qui est presque à saturation. C'est quoi qui t'a séduit? Parce qu'à un moment donné, tu dis ma vie, c'est d'organiser des compétitions sportives. C'est quoi qui a fait que... Tu te souviens du moment? C'est le fait d'arriver à produire une manifestation sans encombre et sans anicroche. Donc, c'est ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc le défi, c'est celui-là, le challenge, comme on dit. Non, mais le défi, c'est de faire en sorte qu'on te donne rien, et après on te donne tous les éléments pour faire, et avec tout ce qu'on t'a donné, il faut réussir à mettre en place tout ce qui va servir aux autres. Et ça, c'est génial. Quelque part, c'est génial. Mais il faut avoir ce tout. C'est du mécano quand même, hein. Pardon ? C'est du mécano, mécano, appelle ça comme tu veux. Mais... C'est du mécano, enfin, en ce qui concerne le montage du circuit, c'est du mécano. Et là, je vois ils démontent, enfin là, il y a une petite histoire là, sur le quai Antoine Ier, parce que pour la Formule 1, ils avaient demandé l'année dernière à ce qu'il n'y ait plus de motorhome pour cette année. Ouais. Donc l'Automobile Club a dit, bon, d'accord, on vous fait des structures fixes. D'accord, parfait. Donc ils ont commandé les structures fixes.
Puis il y a 3 mois, ils ont dit finalement, on vient avec les motorhomes. Donc ils ont pris l'initiative de monter quand même 2 structures pour la Formule E qui n'ont peut-être pas servi à la Formule E ou qui ont servi, mais pour voir le temps de montage, de démontage, de stockage, etc., etc. Parce que ça, je crois qu'il y en a eu 2 de montée, il faudrait en monter 12, donc ça multiplie par 6 le temps, etc. Donc ils n'ont pas perdu à l'esprit que si l'année prochaine, effectivement, il n'y avait plus de motorhome, il faudra les monter. Donc l'espace est suffisant, mais après c'est une question de temps et de matériel. De temps entre les 2 Grands Prix, parce que c'est complexe le fait d'avoir... et là, ça sera 3. Hein, parce qu'il y a l'historique qui revient, donc ça fait 3. Plus la Vuelta après. Plus la Vuelta après. Ouais. Non, mais la Vuelta, paradoxalement, je dirais, même si c'est un grand départ, ça va surtout être prégnant à cause de l'occupation de l'espace. Ouais. Mais de l'espace, ça sera presque invisible pour le citadin, les citadins que nous sommes, parce que la direction de course, la salle de presse vont être décentrées. Ça devrait être normalement dans le Grimaldi Forum. Et après, la présentation des équipes se fera dans un lieu qui n'a pas encore été défini, mais ça sera forcément sur un lieu assez emblématique de la principauté. Et après, le stockage de tous les véhicules, de tous les vélos, se fera certainement à 95% de chance sur le quai Albert Ier. Donc ça ne va pas entraver la circulation. On va les voir qu'à partir du jeudi. Ils seront là à partir du lundi, mais on ne les verra apparaître qu'à partir du jeudi soir. Même pour les vélos, il y a des stands. Hein. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Il y a des mécaniciens, il y a des camions, il y a des bus, il y a des voitures, il y a de la mécanique. Il y a de la mécanique, c'est quand même... il peut y avoir des incidents mécaniques sur des vélos. Ça arrive, encore. Et donc tout ça, ça va être présent à partir du jeudi seulement. Et le dimanche, je dirais à 14h, 15h, il n'y aura plus aucune trace de la Vuelta. Donc... il faut faire en sorte que ce soit visible pour attirer le public et transparent pour la circulation et pour l'utilisation qu'on en fait tous les jours de la ville. Même si c'est au mois d'août qu'il y a théoriquement moins de circulation, ça va quand même être incisif. La Vuelta, c'est un beau projet. C'est quoi ? Alors c'est un projet qui est beau, ça c'est sûr. C'est un projet qui me permet de retrouver des gens d'ASO aussi, mais ça me fait, comment dirais-je, fréquenter des hispaniques qui n'ont pas la même méthode de travail que les Français d'ASO, j'allais dire. Et j'ai des surprises, j'ai souvent des surprises. Et comme je ne les aime pas, les surprises... Tu les aimes pas, on n'est pas en confort, quoi. Voilà, je suis pas trop confort pour l'instant, mais je reconnais que Unipublic, qui est donc la société d'ASO, la société espagnole d'ASO, la filiale d'ASO, organise aussi la Vuelta féminine, qui est partie hier, organise aussi le Tour des Asturies, le Tour de Catalogne, donc ils sont très pris. Et ils sont quand même moins nombreux que ASO France pour organiser tout ça. Et c'est les mêmes qui organisent. Donc ils ont l'habitude de l'organisation, mais peut-être pas toujours au meilleur niveau et ils ne sont pas toujours hyper précis. Ce qu'est ASO. ASO, ils sont rigoureux sur tout. Et là, c'est le côté peut-être un peu plus latin qui fait que... J'ai des surprises, pas tous les jours, mais j'en ai. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Moins de surprises ? Oui, moins de surprises. Moins de surprises. Moins de surprises, ça c'est sûr. Et on se donne rendez-vous, alors rappelle-nous les dates de la Vuelta. Alors, la Vuelta, la présentation des équipes, ça sera le 20 août à Monaco. 2026. 2026, bien sûr. Oui, pardon, 2026, on n'est jamais qu'au mois de mai 2025. Donc ça sera au mois de 2026. Donc le jeudi soir, on aura la présentation des équipes. Et le 22, donc ça doit être le samedi, oui c'est ça, il y aura le contre-la-montre qui se déroulera dans l'après-midi, à partir de, je pense, la compétition elle-même, ça devrait être 16h, mais je n'ai pas de garantie, 16h, 19h30. Les entraînements à partir de 14h, donc les fermetures de route à partir de 13h. Ça, c'est le schéma qui
qui semble le plus probable. Et le lendemain, le grand départ aurait lieu vers 12h15. Là aussi, d'un lieu emblématique de la principauté qui, pour l'instant, n'est pas défini, mais que je crois connaître déjà. Bon, on en reparlera alors. Ah, mais forcément, et avec plaisir. Merci Christian. Merci beaucoup. Geneviève, merci de m'avoir accueilli.